Didier Lafaille, bonjour, bienvenue, merci d'être là. On va vous donner la parole tout de suite. Vous êtes chef du département technique à la commission de régulation de l'énergie, donc cité par Olivier Cattera, la Creux. Vous avez la mission peut-être de nous faire un petit tour d'horizon peut-être juridique, normatif, autour de toutes ces questions pendant quelques minutes. Merci. Allez, ça vous va, ça me va. Bonjour à tous, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, un grand merci de m'avoir invité à Montbéliard pour intervenir ce matin. Alors moi, je vais certainement être beaucoup moins positif que nos amis politiques ou nos amis précédents. Oui, parce qu'avant de pouvoir dupliquer un démonstrateur comme Greenlease à Montbéliard, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de contraintes à lever, malheureusement. On n'en est pas encore là. Alors, je vais d'abord vous expliquer pourquoi la CRE travaille sur les smart grids. On m'a encore posé la question hier soir, mais que fait la CRE en matière de smart grid? Je veux dire simplement, notre rôle, c'est un rôle de facilitateur, d'abord. Et puis après, vous savez que la CRE a une mission, c'est de fixer le niveau et la structure des tarifs d'utilisation des réseaux. Tarifs que l'on paye dans le cadre de sa facture. Donc on fixe le niveau de ces tarifs, donc en fin de compte les moyens de financer ces réseaux intelligents en distribution comme en transport. Donc la CRE s'est intéressée à ces réseaux électriques depuis 2010, où en 2010 on a lancé un grand colloque à l'Assemblée nationale avec les institutionnels, avec des élus aussi, mais également avec des constructeurs de matériel que les distributeurs et les transporteurs connaissaient. Je pense à Alstom, Schneider, etc., qui étaient présents, mais aussi des gens des télécoms. Et on s'est aperçu qu'en 2010, c'est pas vieux, hein, les gens des télécoms et les gens de l'électrotechnique ne se connaissaient pas. Ils n'avaient pas pour l'instant travaillé ensemble. Et pour tout vous dire, sur l'estrade, ils s'échangeaient leurs cartes de visite. C'est assez marrant. Donc on s'est dit, mais il y a certainement quelque chose à faire. Il faut que on les mette dans la même salle, qui commencent à communiquer ensemble, qui dialoguent. Et puis on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans les démonstrateurs, ils sont obligés de travailler ensemble, bien entendu. En 2010, après ce colloque, on s'est posé la question comment on allait pouvoir transformer ce premier essai. Alors on nous avait dit, mais c'est peut-être à la CRE d'accompagner le lancement de démonstrateurs. Bon, c'est pas notre rôle. On pensait à l'époque, c'était plutôt le rôle de l'administration et surtout de l'ADEME, et c'est ce que fait aujourd'hui l'ADEME, et l'ADEME le fait très bien. Mais on a dit, il faut quand même qu'on trouve le moyen de faire communiquer justement tous ces acteurs, les constructeurs de matériel, les gens qui travaillent dans l'informatique, les gestionnaires de réseau, et on a créé ce site internet, Smart Grid CRE, qui n'est pas le site officiel de la CRE, je tiens à le dire. Hein. Vous n'avez pas retrouvé sur ce site toutes les délibérations de la CRE, toutes les décisions de la CRE, toutes les propositions, tous les avis de la CRE. C'est un site qui est géré par les services de la CRE. Personnellement, je suis le moteur de ce site. Et on accueille, bien entendu, des contributions de l'ensemble des acteurs. Bien entendu, si ça ne rentre pas dans le cadre de nos réflexions, on est amené à refuser la contribution. C'est arrivé. Même, pour tout vous dire, une contribution de l'ADEME. Bruno Lechevin n'est pas là, mais j'ai refusé de publier une contribution de l'ADEME, vous voyez. Et puis, on a lancé des forums de réflexion à la CRE. On a la chance d'avoir un petit amphithéâtre. Et le dernier forum, c'était sur la gestion des données. Donc, il y a des intervenants qui vont vous présenter ce qui se passe sur les données, les problèmes de confidentialité, de sécurisation sur ces données. Et on lance une réflexion sur les données et on va publier d'ici un mois tout un dossier sur la gestion des données. Le prochain forum sera sur la méthanisation. Donc, 2010, on lance ces travaux. 2012, 2 ans après, on fait un point d'étape. On consulte l'ensemble des acteurs. Est-ce qu'on va dans le bon sens ou pas ? 2013, on se fixe une nouvelle feuille de route au niveau de la commission en se disant, aujourd'hui, il y a eu tout un tas de démonstrateurs qui ont été lancés. Nous, on en a recensé plus de 120 qui sont présentés sur notre site internet. En plus de ceux qui ont été lancés par l'ADEME, on a énormément de démonstrateurs, des petits, des grands, jusqu'au département, qui ont été lancés. Donc, on a identifié ces démonstrateurs et on a été voir sur le terrain justement comment ça se passait, quels étaient les freins
au niveau de ces démonstrateurs. Donc il y a des freins technologiques, mais il y a aussi des freins législatifs, réglementaires et régulatoires. Donc on s'est dit, si on identifie rapidement ces freins, le jour où le démonstrateur aura montré qu'il y avait des bénéfices pour les acteurs, pour la collectivité, il ne faudrait pas que ces freins empêchent demain de pouvoir déployer ce démonstrateur. On parle de Green List, s'il y a un frein, on ne pourra pas le déployer à Montbéliard. On ne pourra pas changer d'échelle parce qu'il y a ce frein. Donc autant le lever rapidement. Alors c'est dommage que le député soit parti parce que j'aurais parlé de quelques évolutions législatives importantes qui sont nécessaires, qu'il faut lever pour pouvoir demain déployer ces solutions de smart grid. Donc on arrive en 2014, on a identifié ces freins, on est allé en région, j'ai accompagné mon président en région, nous sommes allés à Lyon, à Nice, on viendra peut-être dans votre belle région avec lui. Alors il y a eu les élections entre-temps, donc vous savez que pendant les élections on évite de se déplacer, mais on viendra certainement dans la région avec le président pour discuter justement avec les élus. Et quand on dit avec les élus, c'est les élus de la commune jusqu'à la région, parce que vous n'avez pas tous les mêmes besoins, les mêmes problématiques. Donc il est important de vous écouter, de savoir quels sont vos besoins, les contraintes que vous avez également identifiées au niveau de vos territoires. Donc on continue bien sûr à suivre ces démonstrateurs. Donc 2010, on a lancé les premiers démonstrateurs, 2012, 2013, et aujourd'hui, justement, l'intérêt, c'est de regarder le retour d'expérience. Et pour nous, le retour d'expérience, c'est aussi le modèle économique de ce démonstrateur. Est-ce qu'il y a un modèle économique qui tient la route ou pas? Voir, est-ce qu'on n'arrive pas à trouver des bénéfices? Ça peut être aussi intéressant pour dire, ce n'est pas ces solutions qu'il faut déployer. Le fait de se retrouver avec un échec, c'est toujours intéressant. Demain, on sait qu'il y a des démonstrateurs qu'on ne va pas pouvoir déployer en France, parce que ce n'est pas intéressant pour la collectivité. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc aujourd'hui, on est sur justement le suivi des démonstrateurs en matière de modèle d'affaires. Et puis bien sûr, on poursuit tout ce travail de communication, d'animation du site Internet. Donc comme je l'ai dit, plus de 120 projets qui ont été identifiés. Si vous êtes porteur de projets, venez voir la CRE, on communiquera sur ces projets, on mettra à jour cette présentation. On présente aussi des projets européens et puis des projets internationaux. Comme l'a dit précédemment, il y a une filière qui se structure, mais surtout, il y a un cadre législatif qui est en cours. Ce qui est dommage, c'est que notre député est parti, parce que j'aurais bien voulu échanger avec lui. Donc on s'est dit, mais s'il y a un paquet législatif qui va être voté, c'est peut-être le moment, justement, de proposer des évolutions législatives pour lever ces freins. Et on avait identifié, justement, 3 freins législatifs. On a déposé des amendements, dont un qui a été retenu. Alors, comment on a travaillé? C'est par ces mini-forums, ces tables rondes en région, une analyse juridique bien entendu importante, des entretiens, etc. Ce qui nous a amené à lancer l'année dernière une grande consultation publique sur ce sujet des réseaux électriques intelligents. Quels sont les freins que vous avez identifiés? Quelles sont les solutions à mettre en place? Et cette consultation publique a rencontré un franc succès. Pour tout vous dire, nous avons eu 83 réponses. C'est peut-être faible, mais pour nous, 83 réponses, c'est très important. Lorsque aujourd'hui on lance une consultation publique, c'est 10, 15 réponses, 20 réponses maximum. Lorsqu'on a 20, 30, 40 réponses, ça concerne toujours les questions relatives au raccordement au réseau. Où là, c'est vrai qu'on a notamment tous les producteurs qui viennent voir la CRE en disant il y a beaucoup de choses qui ne font pas, qu'il faut faire évoluer, etc. Donc on arrive à 34, 40 réponses. Là, on a eu 83 réponses. Et pour la première fois, des collectivités de tous les niveaux, de la commune jusqu'à la région, qui ont répondu à cette consultation publique. Donc, on a synthétisé, la synthèse de cette consultation publique a été rendue publique et on a publié le 12 juin de cette année 41 recommandations pour accompagner demain le développement de ces réseaux électriques intelligents. Alors bien entendu, je ne vais pas vous lister les 41 recommandations, je vous laisse aller sur le site de la CRE pour les découvrir, mais ces recommandations, elles sont faites pourquoi ?
Premièrement, pour faciliter le développement des nouveaux services. On en a parlé, on voit bien qu'on attend beaucoup de ces réseaux électriques intelligents, notamment en matière de nouveaux services. Il y a des fournisseurs dans la salle qui ont réfléchi, qui aujourd'hui testent ces nouveaux services, qui vont demain les proposer à l'ensemble des acteurs. Donc, développement, accompagner ces nouveaux services. Accroître la performance des réseaux. On sait qu'aujourd'hui, les solutions qu'on a mis en place depuis des siècles, c'est du cuivre, c'est des transfos, c'est des câbles, c'est des lignes aériennes. Demain, on pourrait continuer à mettre ces solutions. Et d'ailleurs, il y aura toujours du cuivre, il y aura toujours des transfos, il y aura toujours des câbles. Mais aussi, on sait très bien qu'en mettant du numérique, ça va apporter de la performance supplémentaire. C'est-à-dire qu'avec les mêmes capacités de réseau actuelles, on pourra accueillir, par exemple, davantage d'énergie renouvelable. Donc, allons vers ces solutions numériques. On sait qu'elles coûteront moins cher que mettre du cuivre, ou ça permettra de retarder certains investissements, en transport comme en distribution. Puis aussi, contribuer à la performance globale du système. Il ne faut pas oublier qu'on est en France sur un grand système européen interconnecté. On en a parlé tout à l'heure, et c'est vrai qu'il ne faut pas raisonner de façon isolée, il faut raisonner de façon européenne et penser que toutes ces nouvelles technologies vont aussi avoir un impact important sur la sûreté du système électrique. Alors, les problématiques qui ont été soulevées par les acteurs concernent quoi ? Bien entendu, l'intégration des énergies renouvelables. Alors, l'intégration des énergies renouvelables, je vais vous donner un chiffre. Ce n'est pas le futur, les énergies renouvelables, c'est carrément le présent. En 1900, la France lance un grand programme hydroélectrique. De mémoire, c'est 13 gigawatts qui ont été raccordés au réseau de transport en 70 ans. En 2000, on lance les tarifs d'achat des énergies renouvelables. 2001, exactement, les premiers tarifs d'achat pour l'éolien. En 10 ans, ERDF a raccordé 11 gigawatts d'éolien et de photovoltaïque. En 70 ans, 13 gigawatts d'hydraulique. En 10 ans, 11 gigawatts d'éolien et de photovoltaïque. Donc, l'insertion des énergies renouvelables, l'intégration des énergies renouvelables, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. L'insertion des bornes de recharge. Oui, le véhicule électrique, un nouvel usage, va apporter des contraintes sur le réseau, mais également sur le système électrique. Les nouveaux services que pour apporter le stockage, on sait très bien que demain, le stockage va apporter des services au réseau, au système, à l'utilisateur. On parle beaucoup de l'autoconsommation, on ne pourra pas faire de l'autoconsommation sans stockage. Gestion active de la demande, on y reviendra, je vous donnerai un petit exemple. Puis après, bien entendu, il faut aussi parler des zones insulaires. Il n'y a pas que la métropole, il y a les zones insulaires avec des spécifications dans ces zones insulaires. Ce qu'on a demandé dans le cadre de ces recommandations, vous allez voir, il y en a pour tout le monde. C'est aussi pour les gestionnaires de réseau, parce qu'on régule quand même les gestionnaires de réseau, un calendrier pour lever ces freins. Donc ce calendrier devait être présenté à la CRE le 1er novembre, il y a quelques jours. Les feuilles de route qui ont été notifiées à la CRE par RTE, par les gestionnaires de réseau, seront mises en ligne, seront rendues publiques aujourd'hui. Donc je vous invite à aller sur notre site internet et vous aurez une communication de ces feuilles de route. Donc on leur a fixé ce délai, 12 juin, 1er novembre, pour publier les feuilles de route, comment les gestionnaires de réseau vont aller vers ces recommandations, vont lever ces freins. Alors, ces recommandations, il y en a 9 qui concernent le législateur. Donc c'est là, ce qui est dommage, que notre député soit parti. Donc avec 3 propositions d'évolution législative. Il y en a une qui concerne le stockage, qui a été soutenue, qui a été votée et qui aujourd'hui est dans le projet de loi qui a été soumis au Sénat. Donc on va enfin pouvoir faire quelque chose sur le stockage et reconnaître juridiquement enfin le stockage. Il y en avait une, j'y reviendrai, qui concernait le véhicule électrique. La qualification juridique de la recharge de véhicule électrique qui pourrait être un frein aujourd'hui au développement du véhicule électrique. Cet amendement n'a pas été soutenu, il n'a pas été voté. Et il y en avait un amendement qui concernait la gestion de la charge, et malheureusement, celui-ci n'a pas été déposé et n'a donc pas été voté. Après, il y a 6 recommandations qui concernent l'administration.
qui aujourd'hui publie les décrets, les arrêtés d'application des lois, avec des évolutions réglementaires, notamment pour accompagner l'insertion des énergies renouvelables. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, comme tout producteur, a des obligations pour pouvoir être accordé au réseau. Il y a certaines obligations qu'il faut lever, qui sont des freins demain au déploiement, notamment du photovoltaïque. Après, il y en a 6 qui concernent les instances de normalisation. Nous travaillons avec ces instances de normalisation. Nous ne sommes pas présents en tant qu'acteurs, mais nous avons un rôle au niveau européen. Vous savez qu'il y a une association des régulateurs en Europe qui s'appelle le C2ER, et la Commission européenne a demandé au C2ER d'être présent dans les instances de normalisation européennes, CEN, CNELEC. Et donc nous sommes présents, et pour tout vous dire, j'ai mon collaborateur qui représente le C2ER au sein de ces instances de normalisation. Mais en France, on a aussi identifié, pas des freins, mais il serait souhaitable que certaines propositions faites par les acteurs, relayées par la CRE, soient prises en compte. Par exemple, dans la norme C1400, si on parle de l'aval-compteur, il serait souhaitable que la gestion de l'aval-compteur, c'est-à-dire qu'on arrive à normaliser ce qui va se passer en aval du compteur évolué. Si, dans le cas de RDF, du compteur Linky, on va pouvoir communiquer avec ce compteur Linky. Aujourd'hui, il serait souhaitable qu'on normalise ce qui se passe en aval. Un exemple, vous avez aujourd'hui un signal, ce qu'on appelle un signal tarifaire, qui va gérer votre ballon d'eau chaude. Dans le cas de Linky, vous en allez avoir 7 supplémentaires. Qu'est-ce qu'on fait de ces 7 signaux supplémentaires? Le deuxième, il va gérer quoi? Aujourd'hui, je ne sais pas. Le troisième, je ne sais pas. Il serait souhaitable qu'un installateur qui arrive chez vous, vous avez un compteur Linky, sache que le contact numéro 3, c'est celui qui va gérer votre pompe à chaleur. Le contact numéro 4, c'est celui qui va mettre en service la pompe de votre piscine, etc. Donc, il y a un besoin de normer, autrement, l'aval-compteur ne fonctionnera pas, le smart home tel qu'on l'entend ne fonctionnera pas. Après, le gros des recommandations, bien entendu, c'est pour les gestionnaires de réseau, pour RTE, pour le transport, mais bien entendu aussi pour tous les gestionnaires de réseau de distribution, y compris dans les zones insulaires. Puis après, il y en a qui concernent tout le monde. Il y en a qui concernent la CRE, dans le cas des groupes de travail, mais il y en a aussi d'autres qui appellent à la réflexion. J'ai parlé tout à l'heure de modèle d'affaires, et il est évident qu'on est ouvert à discuter avec l'ensemble des acteurs sur ces modèles d'affaires. Bien entendu, je vois Alstom qui est présent. Lui, son modèle d'affaires, c'est son business. C'est de dire, je vais investir tant en développement de nouveaux produits ou de services, et ça va me rapporter combien? Mais ça, ce n'est pas le modèle d'affaires de RDF qui est aussi présent aujourd'hui. Ce n'est pas celui du fournisseur EDF. Et en fin de compte, il faut bien avoir une vision globale, regarder le modèle d'affaires de chacun, celui du distributeur, parce qu'on va lui donner les moyens justement de pouvoir financer ces solutions, mais aussi le modèle d'affaires pour la collectivité. Je prendrai un exemple, celui de Linky. Vous avez tous entendu parler du compteur évolué. Premier modèle d'affaires qu'on a étudié en 2006, il montrait que sur le périmètre du distributeur, il était négatif. Par contre, si on raisonnait au niveau de l'ensemble de la collectivité, il était positif. Et cela, on a dit à ERDF, faites un démonstrateur qui va nous permettre d'affiner ce modèle d'affaires, puis après, on regardera si c'est souhaitable de généraliser ces solutions. ERDF déploie 2 démonstrateurs, à Lyon et en Indre-et-Loire. À partir de ces démonstrateurs, cette fois-ci, on a un petit peu des coûts qui sont affinés, des coûts de pause, de temps de pause, des coûts de matériel, les services qui sont rendus, on commence à regarder tous ces bénéfices. On refait en 2013 une nouvelle étude, et là, on s'aperçoit que sur le périmètre du distributeur, allez, on est un petit peu positif, parce qu'on a forcé un petit peu le trait, mais on est positif, on va dire, ou on est neutre sur le périmètre du distributeur, mais sur l'ensemble de la chaîne de valeur, on trouve des bénéfices, et c'est ce qui est important. Et pour la créer, le fait d'avoir regardé sur l'ensemble de la chaîne de valeur, ça nous permet d'imposer à ERDF de lancer cette généralisation en sachant très bien que pour le distributeur, ça sera neutre, et ça aurait été négatif, on l'aurait fait quand même. Donc il faut absolument qu'on regarde ce qui se passe sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et non pas acteur par acteur. Alors, quelques recommandations vite fait. Alors, il y en a qui concernent bien entendu les nouveaux services. Là, vous avez le fameux consommateur qu'on a parlé tout à l'heure, avec des nouveaux éléments communicants qui vont rentrer chez le consommateur, avec des interfaces, des affichages. Tiens, dans la loi, on a prévu des afficheurs. Bon, on n'en parlera pas, mais pourquoi? Ces afficheurs vont lui permettre de contrôler,
de piloter, de commander sa consommation. Après, en aval de ces afficheurs, on va voir tout ce qu'on appelle le smart home. Il va pouvoir piloter ses équipements lui-même. Il pourra confier ce pilotage à son fournisseur, il pourra le confier à un tiers, il pourra lui-même, à partir de sa tablette demain, à partir de son smartphone, piloter ses équipements. Il pourra, comme on l'a dit tout à l'heure, rentrer dans une communauté. Et puis demain, il aura peut-être un véhicule électrique. Ce véhicule pourra servir également d'équipement de stockage, où il pourra avoir des moyens de stockage dans son logement, s'il veut faire l'autoconsommation. Puis il pourrait être aussi producteur. Je peux vous dire que ce schéma-là, j'ai un collaborateur, c'est exactement ça. Et ce collaborateur, ça fait déjà quelques années qu'il est producteur solaire, qu'il a un véhicule électrique, qu'il gère lui-même sa consommation, etc. Donc ça existe. C'est pas demain. Alors, en matière de recommandations, pour les consommateurs, devront disposer d'informations. Alors ça, c'est toute la partie gestion des données. On voit bien que l'utilisateur a besoin de ces données, mais également les collectivités locales ont besoin aussi de ces données. Les fournisseurs ont besoin de ces données. Les agrégateurs ont besoin de ces données. Donc il y a bien une nécessité de mettre à disposition l'ensemble de ces données qui vont être de plus en plus importantes grâce au compteur Linky. Jusqu'à présent, on avait un index qui était relevé tous les 6 mois. Demain, grâce à ces compteurs évolués, on aura énormément d'informations. Donc, il faut mettre à disposition ces données. Il faut absolument qu'on arrive à normer ce qui va se passer en aval des compteurs pour pouvoir justement piloter, pour pouvoir envoyer des ordres à nos appareils à l'intérieur du domicile. Évolution du cadre actuel nécessaire pour faciliter l'insertion du véhicule électrique. Oui, aujourd'hui, on a un gros problème en matière de véhicules électriques. On peut qualifier la recharge de véhicules électriques de 2 façons. Soit en considérant que c'est une fourniture d'énergie, soit en considérant que c'est un service. Donc aujourd'hui, on a une difficulté. Et on peut avoir ces 2 lectures juridiques. Et ça, c'est un frein au développement du véhicule électrique. Donc, notre idée, c'était que la loi précise que la recharge d'un véhicule sur le domaine public, dans une copropriété, était un service et non pas une fourniture d'énergie. Oui, quand vous avez votre voiture, il est en stationnement. Déjà, vous utilisez une place de parking. Éventuellement, on va vous laver votre véhicule, etc. Donc, pour nous, c'est un service. Et si on veut faciliter l'accueil du véhicule électrique, le développement en France du véhicule électrique, il faut absolument que l'on qualifie la recharge du véhicule électrique comme un service. Si on commence à dire que c'est une fourniture d'énergie, très bien. Alors là, ça impose aux fournisseurs, je rappelle, d'avoir de l'AREN, de vous communiquer exactement quel type de fourniture, etc. Non, c'est assez complexe comme ça lorsque vous êtes consommateur pour dire on va faire la même chose sur les véhicules électriques. Après, on a des problèmes en matière des immeubles collectifs. On s'aperçoit qu'il peut exister énormément de modèles d'infrastructures dans les immeubles, et il y en a certains modèles qui ne sont pas possibles aujourd'hui à cause de la loi. Ça, c'est un peu dommage. Ou soit parce que si on considère que pour chaque borne, on doit avoir un compteur, on a un système de décompte, et au vu de la prestation de décompte actuellement, ça serait trop onéreux. Après, on a le déploiement de ces bornes dans l'espace public. Il est évident que ce déploiement est fait par les collectivités, mais les collectivités ont très peu d'informations sur les capacités d'accueil des réseaux, où je dois positionner mes bornes. Alors bien entendu, pour la collectivité, elle veut positionner ses bornes là où il y a des crèches, là où il y a la mairie, etc. Mais il n'y a peut-être pas de réseau qui peut accueillir ces bornes. Donc là, il y a certainement des discussions à avoir entre les gestionnaires de réseau qui connaissent parfaitement leur réseau, les capacités d'accueillir ces bornes en recharge lente, en recharge rapide éventuellement, pour dire là, il n'y a aucune difficulté à mettre en place certaines bornes. Donc là, on voit qu'il y a certainement un dialogue à construire entre les gestionnaires de réseau et les collectivités sur l'implantation de ces bornes. L'émergence d'un consommateur, là aussi, il y a certainement un cadre à mettre en place. Ça, c'est prévu. Alors là, on ne l'a pas proposé parce qu'il est prévu, ce cadre, dans la loi sur la transition énergétique. Demain, on va mettre en place un règlement pour ce qu'on va appeler l'autoconsommation. Donc ça, c'est pour les services. Rapidement, pour le réseau. Le schéma qui est présenté est assez intéressant. D'ailleurs, il n'est pas de la CRE, il est d'ESPUL. C'est un schéma qui vous montre la monotone d'une production photovoltaïque. Quand on regarde ce schéma, on s'aperçoit que déjà, on n'atteint jamais
la puissance maximale de dimensionnement de l'installation. On est bien inférieur. Et si on regarde, on se dit, si j'écrète cette installation à 70% de sa Pmax, la Pmax étant la puissance dimensionnante, je perds que 1% de production. Ça veut dire, bah oui, j'ai qu'à dimensionner mes réseaux. Non, aujourd'hui, le gestionnaire de réseau a pour obligation de dimensionner son réseau pour accueillir cette Pmax. Et en plus, pour tout vous dire, il prend en compte la Pmax de l'installation de production et la P-mini de son réseau. Mais quand est-ce que ça arrive qu'on a une puissance de consommation minimale et une production Pmax maximale? Jamais. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que le producteur qui veut se raccorder, il va payer ce raccordement pour sa Pmax qu'il n'utilise jamais. Mais ça, c'est la réglementation qui oblige le gestionnaire de réseau à faire cette étude et à dimensionner le réseau. Donc on voit bien que c'est des coûts de cuivre qui sont très importants. Au départ, il y a quelques années, on avait des solutions de raccordement de 10, 20, 30 000 euros. Aujourd'hui, il y a souvent des dossiers qui m'arrivent, c'est 150 000, 250 000, 350 000 euros pour des petites installations de 36 kVA. Alors on peut se dire, mais pourquoi on ne pourrait pas écréter ces installations? Pourquoi il ne pourrait pas y avoir une communication entre le producteur et le gestionnaire de réseau pour dire demain, pendant, je ne sais pas, même toute la journée, vous allez écréter à 70%, à 80%, à 50%, je ne sais pas, mais vous allez écréter votre production, ce qui évitera des renforcements de réseau, donc du cuivre, et un coût de raccordement élevé pour l'utilisateur. Après, pour les producteurs, il y a aussi d'autres choses qui sont interdites aujourd'hui. Un producteur photovoltaïque ne peut pas faire de réglage de tension. Il ne peut pas absorber de réactifs, il ne peut pas fournir de réactifs. C'est interdit par la réglementation. Alors qu'on sait très bien qu'un producteur, si on lui demandait d'absorber un peu de réactifs, ça limiterait les contraintes en tension haute et donc les renforcements de réseau. Mais ça, on ne peut pas le faire parce qu'il y a la réglementation qui l'interdit. Demandons à l'administration, et c'est ce qu'on a fait, de lever cette contrainte pour permettre demain aux gestionnaires de réseau de faire une étude, cette fois-ci intelligente, ce qu'on appelle chez nous la Smart Connection, et non pas la French Connection, la Smart Connection, en se disant, on ne va pas faire une étude en demandant au producteur de rien faire, de pouvoir injecter quand il veut pour une Pmax qui n'atteindra jamais, mais en trouvant une solution intelligente. Et cette solution intelligente passera certainement par un système de communication entre le producteur et le gestionnaire de réseau pour pouvoir envoyer des consignes, pour pouvoir, pas piloter, parce que ce n'est pas le rôle du gestionnaire de réseau de distribution de piloter ces installations, mais c'est son rôle d'envoyer des consignes, de recevoir en contrepartie le fonctionnement, éventuellement un programme de fonctionnement de la part du producteur. Ce que l'on dit pour les producteurs, c'est pareil pour les consommateurs. Rien n'empêche demain le gestionnaire de réseau à dire aux consommateurs, pendant X temps dans la journée, je vais vous demander de diminuer votre consommation. L'effacement, ce n'est pas vous couper, c'est de diminuer votre consommation. Pour le stockage, j'en ai parlé, donc il y a une disposition législative qui va enfin permettre de reconnaître le stockage et d'avancer sur ces solutions de stockage. Parce que, pour tout vous dire, aujourd'hui, j'aime bien titiller le gestionnaire de réseau, quand vous arrivez avec un équipement de stockage, il vous considère comme un producteur, donc vous avez toutes les contraintes du producteur, et il vous considère aussi comme un consommateur, donc vous avez toutes les contraintes du consommateur. Et en matière de tarif d'utilisation, quand vous injectez, vous payez, quand vous soutirez, vous payez. Donc, entre guillemets, vous payez 2 fois. Donc, on voit bien que l'équipement de stockage qui est intéressant pour l'utilisateur, mais aussi pour le gestionnaire de réseau, même pour le transporteur, qui peut rendre énormément de services, demain doit être considéré comme un utilisateur à part entière avec ses spécificités. Demain, vous voulez installer une installation de stockage chez vous, le Consuel vous refuse de vous donner une attestation. Il ne connaît pas ce que c'est qu'un équipement de stockage. Il sait ce que c'est qu'un producteur. D'ailleurs, le producteur est autorisé. Il sait ce que c'est qu'un consommateur, mais il ne sait pas ce que c'est qu'un équipement de stockage. Donc, vous n'aurez pas de Consuel. Encore 2 minutes ? Oui. Bon, on peut continuer même. Si, en matière de flexibilité, oui, on voit tout l'intérêt de trouver de la flexibilité, notamment pour les gestionnaires de réseau. Aujourd'hui, la flexibilité, on en parle beaucoup au niveau du transport, mais il y a certainement, et on le voit d'un point de vue économique, on regarde ce que font par exemple nos amis anglais,
on voit qu'il y a un intérêt pour le gestionnaire de réseau de distribution de trouver de la flexibilité, ne serait-ce que pour déplacer, pour décaler des investissements. Donc ça, c'est une valeur. Et par contre, le mécanisme aujourd'hui n'existe pas. Déjà, la loi ne le permet pas. Elle permet de trouver la flexibilité en matière d'effacement, mais elle ne permet pas de trouver la flexibilité en matière de déplacement de la consommation. Je ne parle pas d'augmentation de la consommation. Ce n'est pas ça l'objectif. C'est un peu ce qui est fait à Nice Grid. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai ma production photovoltaïque qui est importante, mais je me dis, mais au lieu de créer des contraintes au niveau du réseau, parce que ça va créer des augmentations de tension sur mon réseau, j'ai plutôt intérêt à ce moment-là de consommer. Mes ballons d'eau chaude que je vais démarrer à 22h30, 23h, pourquoi je ne pourrais pas les démarrer au moment où j'ai cette production photovoltaïque, donc pour pouvoir consommer localement. Donc c'est ça la modulation de la consommation, c'est de permettre aux gestionnaires de réseau de déplacer des charges, bien entendu avec l'accord du client, au moment où il y a cette production photovoltaïque. Ce que fait le gestionnaire de réseau aujourd'hui, il ne fait rien, mais excusez-moi, c'est que cette production photovoltaïque est très importante, et ben elle est réinjectée aujourd'hui au niveau du transport, alors qu'elle pourrait être consommée localement. Donc, pour qu'elle puisse être consommée localement, il faut qu'on mette en place des mécanismes qui n'existent pas. Et malheureusement, on a déposé un amendement. Alors, c'est vrai que c'est un amendement technique, et là, les parlementaires n'ont pas compris. Bon, ils n'ont pas compris, ils ne l'ont pas déposé, ils ne l'ont pas soutenu, et aujourd'hui, on a toujours ce frein, malheureusement. Allez, pour terminer, concernant le système électrique, alors, si on regarde le système électrique, jusqu'à présent, c'est vrai que c'était surtout les producteurs raccordés au réseau de transport qui participaient à l'équilibre du système. Jusqu'à présent, ça a toujours été les gros producteurs qui participaient. Aujourd'hui, puisque c'est la CRE qui approuve les règles en matière d'équilibre, ce qu'on appelle les règles service système, mécanismes d'ajustement, etc., on a demandé à RTE d'étendre ces règles à la distribution. Donc depuis le 1er juillet 2014, tout producteur en distribution peut participer à ces règles, donc être énuméré parce qu'il a apporté un service à RTE en matière d'équilibre du système. Et également pour les consommateurs. Aujourd'hui, on a lancé une expérimentation pour les consommateurs au niveau du réseau public de transport. On réfléchit pour les consommateurs raccordés au réseau de distribution, mais bon, on y arrivera. Mais là, vous voyez, il y a une volonté d'élargir les acteurs qui aujourd'hui participaient à l'équilibre du système, qui était uniquement que les gros producteurs raccordés au réseau de transport, à l'ensemble des acteurs qui soient raccordés en distribution ou au niveau du transport. Juste un dernier point, les zones insulaires. Alors même si on n'est pas dans une zone insulaire, il y a aussi une volonté de développer les réseaux électriques intelligents dans les zones insulaires. Alors je veux dire, c'est beaucoup plus facile de le faire dans les zones insulaires qu'en métropole. Parce qu'en métropole, on a cette séparation des activités de producteurs, transporteurs, distributeurs, commercialisateurs, qu'on n'a pas dans ces zones insulaires. C'est le même opérateur qui fait tout. Je peux vous dire que quand on regarde le modèle d'affaires dans ces zones insulaires, c'est beaucoup plus positif. On avance. Mais par contre, il y a des freins réglementaires qui ont été identifiés. Notamment, vous savez que dans les zones insulaires, aujourd'hui, on ne peut pas accueillir plus de 30% d'énergie renouvelable intermittente, donc exemple photovoltaïque et éolien, en permanence. Et si on dépasse ce seuil de 30%, on déconnecte cette production. C'est quand même malheureux. Donc on se dit il faut absolument qu'on lève ce frein réglementaire pour aller au-delà de 30%. Surtout qu'il y a une volonté politique d'aller rapidement à 50%, voire au-delà. Allez, je conclus. Je vais conclure, pas parce que j'ai écrit, mais par une autre réflexion. Pourquoi on a publié ces recommandations ? Je vous l'ai dit, c'est parce que, contrairement à ce qui s'est passé sur le comptage intelligent, on a mis beaucoup de temps à prendre des décisions. On s'est aperçu trop tardivement qu'il y avait des freins à lever, des freins régulatoires, réglementaires, des freins financiers. Pour tout vous dire, on a réfléchi au projet Linky en 2006. On va lancer le projet Linky, on va généraliser le projet Linky en 2016, 10 ans après. On aura mis 10 ans pour décider, pour lever ces freins et pour décider. Et là, on se dit, il faut absolument aller plus vite. Parce que nos chers industriels, ils ont besoin de ces démonstrateurs, ils ont besoin de ces solutions pour vendre ces solutions à l'étranger, mais ils voudraient aussi déployer, bien entendu, ces solutions. Donc s'il y a des freins, il faut les lever tout de suite. Alors moi, je vais vous donner une image. Sur Linky,
y est, la fusée est partie. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait des petits filets un petit peu partout qui soient déployés rapidement. Mais la fusée a été construite, on a mis 10 ans pour la construire. Elle est partie. Au niveau des smart grids, on en est loin. Cette fusée, on est, je dirais, au premier étage. On a les boosters, on a les moteurs. Les moteurs, on a vu que les premiers retours d'expérience de ces démonstrateurs fonctionnent. Donc la technologie existe, mais la fusée, elle n'est pas encore construite. Il y a encore tous ces freins à lever, malheureusement. Il y a les modèles d'affaires à vérifier. Donc les modèles d'affaires, ce qui va permettre de guider la fusée pour l'amener sur la bonne trajectoire. Puis on peut espérer que très rapidement, cette fusée parte, puis qu'on ait aussi encore, pas des filets, mais énormément de satellites un petit peu partout. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Parfait, merci beaucoup, Monsieur Lafaille. Merci d'être venu sur l'ensemble de ces recommandations et merci beaucoup pour ce nouvel éclairage qui va nous aider aussi pour la suite de cette journée. Comme nous avons pris un petit peu de retard, je propose de marquer. Vous pouvez rester un petit peu dans la journée ou ce matin ? Bon, parfait. Donc alors on va reporter peut-être les questionnements dans un second temps. Je propose de marquer une petite pause quand même, on a peut-être besoin de se décourdir un petit peu les jambes. Allez, on se donne un tout petit quart d'heure de façon à réattaquer tout à l'heure avec notre première table ronde. Merci, à tout de suite.